sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. J'ai avec moi à mon micro Véronique Souchon, qui est spécialiste de la gestion du stress, de la gestion des émotions, grâce notamment à la sophrologie. Je me suis dit que c'était important d'inviter une personne comme Véronique sur le podcast pour parler de tout ce qu'on ressent et de cette charge mentale qu'on a au quotidien quand on est manager et voir comment est-ce qu'on peut aller au-delà, comment est-ce qu'on peut l'apprivoiser en utilisant notamment la sophrologie. Tu vas voir, l'interview est pépite. Véronique a beaucoup de punchlines qui, je pense, vont te parler et te faire prendre conscience de l'importance de ces sujets dans ton quotidien de manager. Je te souhaite une très bonne écoute et surtout écoute-la jusqu'au bout. Bonjour Véronique, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast Feedback. On se suit depuis quelques temps sur LinkedIn déjà. Enfin moi, ça fait un moment que je te vois dans mon feed LinkedIn. Et je me suis dit que ça serait hyper intéressant d'accueillir quelqu'un pour parler, moi en tout cas, d'une méthode que je connais pas du tout, qui est la sophrologie. Et aussi l'idée, c'est de parler de gestion du stress, de gestion des émotions, et de voir comment la sophrologie peut nous aider à apprivoiser tout ça. Donc déjà, ma première question, pour celles et ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, et qu'est-ce qui t'a amené du coup à t'intéresser à la gestion du stress, gestion des émotions, et comment tu as découvert aussi du coup la sophrologie? Ouais, bien sûr. Bonjour Elodie, merci de ton invitation. J'avoue que j'étais contente de voir ta proposition avant de partir en vacances cet été. Moi aussi, je te suis et j'aime bien ce que tu partages sur LinkedIn. Donc voilà, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Je vais essayer de répondre au mieux à tes questions. Alors, la première question, comment je me suis intéressée à la sophrologie, c'est ça? Ouais, et puis même pour présenter ton parcours global. Ok, alors moi, j'ai une vie... Partons sur le professionnel déjà. J'ai une vie qui est divisée en deux. J'ai une vie de salarié, parce que j'ai été pendant quelques années dans des postes de responsable communication, notamment dans le e-commerce et le digital. Puis ensuite, j'ai créé une rupture parce que j'avais envie de me tester sur d'autres choses, notamment sur l'entrepreneuriat dans l'accompagnement. Donc, je suis partie ensuite sur la sophrologie et je vais t'expliquer comment et pourquoi. Et puis ensuite, je suis passée par du libéral. J'ai eu l'occasion et la chance d'avoir une maison d'édition qui m'a demandé d'écrire un livre sur le stress professionnel. Donc, j'ai été auteure chez The Books, qui est une super expérience aussi. Et puis, à un moment donné, j'ai poussé un petit peu par l'élan du Covid. J'ai restructuré un petit peu ce que je faisais, puisque je me suis formée au coaching et il y a toute une méthode pour moi qui en est sortie pour créer l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui et qui me permet d'aider les femmes actives à gérer leurs émotions, s'affirmer en alliant la sophrologie et le coaching. Voilà un petit peu pour le parcours rapide. Sinon, je suis une jeune maman d'une petite fille de 5 ans et j'habite à Montpellier depuis 2 ans. Voilà, un petit peu pour qui suis-je très rapidement. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, on vient juste avant le podcast de se rendre compte qu'on habitait dans la même ville, du coup. Quasiment. C'est dingue. Donc, ça a été la surprise juste avant qu'on commence l'enregistrement. On aurait pu le faire en physique. Tant pis, on prendra un café à la place. C'est vrai. Alors, comment je suis arrivée à la sophrologie? Alors, pour être tout à fait franche, j'étais salariée à l'époque. Je suis moi d'une nature anxieuse, initialement. Et je me pose donc beaucoup de questions comme beaucoup d'anxieux. Ça rumine beaucoup, ça tourne pas mal, ça anticipe l'avenir et pas franchement que dans le positif. Donc voilà, moi j'étais dans un état qui n'était pas non plus écrasant, mais en tout cas je me sentais pas hyper légère, ça tournait, j'étais quand même vachement inquiète et je me posais beaucoup de questions justement sur ma carrière, quel tournant je voulais donner à ma vie professionnelle. Et en l'occurrence, les questions que je pouvais me posaient problème. Donc j'y suis allée en me disant ok, je vais faire de la sophro, j'en ai entendu parler, j'ai une copine qui m'en a parlé, ça va m'aider à faire taire toutes ces voix qui littéralement sont en train de m'ennuyer. Donc je suis vraiment allée dans une idée de je vais couper le robinet de mes pensées et j'ai surtout coupé mes émotions désagréables qui étaient le doute, l'inquiétude, etc., etc. Donc j'y suis allée naïvement à cette intention-là. Et ce qui s'est passé, c'est tout l'inverse. Donc ça a été ma toute première rencontre extraordinaire dans mon parcours d'entrepreneur. C'est cette femme qui s'appelle Nathalie Coiffe, qui travaille à Montrouge. Pour ceux qui sont pas loin, je vous invite à aller la voir si vous en sentez le besoin. Elle est extraordinaire. Et elle m'a
accompagnée par la sophrologie, et ben justement à pas faire taire, mais plutôt à me poser, me regarder un peu mieux et prendre le temps de rester dans l'instant et d'écouter ce qui se passait. Donc d'écouter ce qui se passait en termes d'émotion et en termes de ressenti, parce que les deux sont extrêmement liés, pour justement me poser les bonnes questions ensuite, mais réelles, dans le présent, et non pas dans des hypothétiques futurs qui pouvaient m'attendre, et faire des choix. Voilà, tout simplement, faire des choix en conscience. Donc ça a fait tout l'inverse. Et quand j'ai compris ça, et quand j'ai appris à faire ça, parce que c'est dans l'expérimentation finalement que les choses se passent, j'ai été vachement soulagée, parce que je me suis mieux comprise, et justement ça m'a aidé à ne pas aller à l'encontre même de ce qui était bon pour moi, puisque finalement nos émotions sont quand même des guides et des GPS internes qui nous disent vers quoi il faut aller. Quand on a des émotions désagréables, ça veut juste dire qu'il y a des besoins qui sont pas remplis. Une fois que tu comprends ça et que tu comprends ton émotion, et t'as le courage aussi de te poser face à elle, tu décides de remplir ton besoin si nécessaire, ou alors tu travailles l'acceptation, peu importe le chemin que tu prends. En tout cas, ça se fait en conscience. Et donc toutes ces choses-là m'ont aidé à me sécuriser, à prendre confiance en moi, dans mes choix, dans mes actions, dans mes ressentis, à me faire grandir, évidemment, et à développer plein de compétences qu'on reverra, je pense, dans l'interview qui sont intéressantes avec la sophro. Et quand j'ai eu tout ça entre les mains, je me suis dit que ça serait quand même intéressant d'en faire quelque chose. Et que ça avait tellement changé ma vision de la vie, parce que ce que ça m'a aidé principalement à faire, et c'est ce que je transmets à chaque fois à mes clientes, c'est, tiens, en fait, je peux prendre une responsabilité dans ma vie, dans mon quotidien et dans mon bien-être, dans mon comportement face aux gens et face à moi. Ça redonne du pouvoir, en fait. Et donc, je me suis dit, ok, ça faut que j'en fasse quelque chose. Et comme j'avais cette envie de me tester dans l'entrepreneuriat, de me tester dans l'accompagnement, parce que j'avais d'autres compétences que j'utilisais pas dans mon professionnel à ce moment-là, je suis petit à petit allée assez logique, avec une certaine évidence vers la sophrologie dans un premier temps. Et puis après, il y a le coaching pour d'autres raisons, ça vient plus tard. Ok. Ouais, donc toi, ça a été vraiment une prise de conscience énorme et un vrai tournant dans ta vie, du coup, ouais. Quand tu as découvert la sophrologie par rapport à ça. Ouais. Donc ouais, effectivement, je comprends mieux pourquoi tu as axé tout ton accompagnement et ton entreprise autour de ça. Mais généralement, quand on découvre quelque chose qui nous marque, on n'a qu'une envie, c'est de le partager aux autres personnes et à le transmettre. Ouais, donc... Mais pourquoi tu connais pas ça? Attends, je te montre. Oui, c'est ça, exactement. On a envie de donner. C'est un peu ça, ouais. Donc, et alors, pour nous, moi en tout cas sur mon podcast, j'ai beaucoup de managers qui nous écoutent. Là, tu as expliqué de façon très claire ce que la sophrologie t'avait amené personnellement. Ouais. Du coup, dans le quotidien d'un manager, dans le quotidien professionnel de quelqu'un qui travaille en entreprise, qui gère une équipe, qui a des responsabilités, comment la sophrologie peut aider cette personne à mieux vivre, à mieux se sentir dans son quotidien? Tu as déjà donné des pistes par rapport à toi personnellement, mais est-ce que dans les personnes que tu as accompagnées, est-ce que tu as vu d'autres choses aussi que la sophrologie aide à gérer, même si j'aime pas ce terme gérer, mais comment la sophrologie aide-t-elle les managers à mieux vivre leur quotidien professionnel? Oui. La sophrologie, c'est une philosophie. Donc, ce que je disais, la prise de conscience de ta propre responsabilité, du pouvoir que tu peux avoir sur les choses et donc sur toi. Mais c'est aussi un panel d'outils qui viennent contribuer à atteindre des objectifs. D'accord? Donc, en fonction de pourquoi tu viens, on va mettre en place des protocoles pour atteindre un certain objectif. Donc, sur je dirais pas des problématiques, mais en tout cas sur un quotidien de quelqu'un qui doit leader une équipe ou une entreprise ou des managers en l'occurrence, ce qui est d'abord intéressant, c'est de se questionner sur quel est son quotidien et de quoi il a besoin. Ou elle a besoin. En l'occurrence, quand tu me poses cette question, il me vient la gestion du stress. Quand on est manager, et tu m'arrêtes si je me trompe, on a des responsabilités, on a des gens derrière nous qui nous font confiance, en tout cas qui devraient nous faire confiance. Donc du coup, ça peut générer du stress et puis on prend des décisions. On est ok sur on est raccord sur. On est complètement ok sur ça. C'est le quotidien permanent d'un manager avec ce stress qui est présent à la fois dans la journée, mais qui peut être présent la nuit, le soir, les week-ends, pendant les vacances. Enfin, c'est permanent effectivement quand on est manager. Et voilà. Donc la première compétence, c'est de la gestion du stress. Tu vois. Et ça m'arrive de faire des ateliers en entreprise sur ce sujet-là. Et c'est vrai que je peux avoir en général les managers en face, et c'est exactement cette compétence que l'on n'a jamais appris à faire, en tout cas pas à l'école, ni dans les grandes études, et au contraire, enfin moi je suis aussi des jeunes qui sont en prépa ingénieur, en fait on fait tout pour les mettre en état de stress et qui traversent ça, ce qui est d'une violence incroyable de mon point de vue, mais bon, donc la gestion du stress c'est une compétence qui est pas apprise, et la sophrologie t'aide à ça. Elle t'aide à ça par rapport à tous ces outils dont ce qu'elle porte en fait.
Et si tu arrives à gérer ton stress à la maison ou en entreprise, alors tu vas avoir une prise de recul, tu vas avoir un esprit plus calme, plus équilibré, et tu vas être capable d'être en relation avec les autres, que ce soit ta hiérarchie ou que ce soit ton équipe, et améliorer la qualité de tes relations et améliorer la clarté aussi de tes prises de décision. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Et on pourrait y mettre aussi la gestion des émotions, finalement. En même temps, la gestion du stress, c'est la gestion de la peur, hein, donc ou de l'inquiétude. Donc bon, ça reste des émotions, hein, évidemment. Donc voilà, on est sur cette grosse compétence-là qui est la gestion des émotions, gros paquet, et puis tout spécifiquement gestion du stress. Après, la sophro, elle peut t'aider sur d'autres choses qui sont intéressantes. Par exemple, on parlait de bien communiquer, enfin de communiquer. C'est bien de bien communiquer. Et bon, pour bien communiquer, il faut que tu sois dans l'instant présent. Si tu es dans ta tête et que tu es dans tes soucis en tant que manager parce que tu sais que tu dois atteindre tel objectif ou que tu vas avoir la pression et que tu as un rapport à donner et que tu vas te prendre peut-être un scud ou une pression supplémentaire de ton DG ou que sais-je encore, je vais dans des situations un peu caricaturales, mais pour qu'on se comprenne. Ou même si tu dois gérer une personne d'une équipe avec qui il y a un conflit sourd, il va bien falloir que tu réussisses à te connecter à la personne et être à son écoute. Et ça se fait pas mentalement. Ça se fait parce que tu restes dans l'instant présent, parce que tu es dans une écoute active, parce que tu fais attention à ce qui se passe en toi corporellement pour faire redescendre la pression si nécessaire. Respirer pour oxygéner ton cerveau, que ton cerveau se sente pas dans un état d'alarme de vigilance plus, zone rouge, et donc du coup que tu aies des réflexes d'agressivité ou de réaction forte. Tu vois? Donc c'est tous ces mécanismes internes qui finalement vont projeter ton comportement et faire que tu vas bien communiquer, être à l'écoute, écouter, ne pas couper, puis répondre, l'amener à, etc., etc. Donc, encore une fois, pour bien communiquer, tu as besoin de compétences, des soft skills, quand on parle de soft skills, pour réussir à bien le faire. Gestion des conflits, c'est pareil. Il faut bien que tu saches gérer tes émotions, peut-être ton trop-plein, parce que tu es humain, que tu as envie des fois de claquer la porte et vous me faites tous chier, mais non, en fait, tu peux pas. Et donc, du coup, encore une fois, tu vas utiliser les outils de la sophro, l'ancrage, la présence, la respiration, l'intention, tous ces outils qui te permettent, en tout cas, de mettre un espace supplémentaire avec le conflit et la personne pour créer quelque chose de plus positif. Voilà, c'est quelques exemples qui me viennent, voilà, spontanément sur la gestion, ce que ça peut amener à des managers. Est-ce que ça répond à ta question ou pas? Mais complètement. Au moins, tu as pu balayer des exemples concrets de ce qu'on vit au quotidien. Donc, non, complètement, tu as parfaitement répondu à la question. Et celle qui me vient juste après, c'est quels sont les signes qui peuvent nous faire dire que là, il y a un problème, qu'on a ce trop-plein d'émotions, de charge mentale, de stress, qui doivent nous faire dire, OK, là, je me pose, et là, il faut que je trouve des solutions, qui peut être notamment la sophrologie. Quels sont pour toi les signes où c'est maintenant qu'il faut commencer à s'en occuper et pas trop tard? Parce qu'il y a toujours quand même des signes avant-coureurs de quelque chose qui ne va pas. Ouais. Et moi, je suis la première à ne pas vouloir les voir. C'est le problème. Pourtant, je me connais par cœur. Et alors, je me permets de dire ça parce que je suis en plein dedans en ce moment et que là, j'ai vu des petits signes qui commençaient à pointer. Et au début, j'étais là, c'est la chaleur, il y a ci, il y a ça. Mais en fait, non, pas du tout. Quand ça commence à rester, c'est qu'il y a quand même une raison. Et donc, heureusement, je me connais, entre guillemets, heureusement que j'ai eu un burn-out, un début de burn-out avant. Donc, je reconnais les signes chez moi qui font ça. Mais comment est-ce qu'on fait, voilà, pour se poser? Quels sont les signes avant-coureurs avant qu'il soit trop tard et où on doit se dire, OK, maintenant, c'est à moi de trouver les ressources, des solutions et peut-être la sophrologie pour m'aider. En fait, t'as tout dit. Enfin, dans le sens où on connaît tous, en fait, alors je vais en nommer certains, hein, mais on connaît tous et toutes les signes qui nous font dire, on est dans la zone rouge, mais encore faut-il prendre cette décision, en l'occurrence intellectuelle, de se dire, non, mon cerveau ne peut pas tout faire. Et ce qui est en train de se passer, il faut que je le prenne au sérieux. Et moi, ce que je vois régulièrement, c'est des femmes, en l'occurrence, c'est les femmes que j'accompagne le plus, donc c'est ce que je vois chez elles, qui sont dans je repousse un peu la limite. C'est pas très grave, qui se trouvent des excuses, tu vois. Comme tu viens de le dire, il fait chaud, il fait machin, il fait truc, j'ai un truc à préparer, enfin, tu vois, on verra plus tard, etc. Donc ça, c'est dès que tu commences à te balancer plein d'excuses, alors que tu identifies des signes, déjà là, c'est des écarlates en fait dans la zone, tu vois, c'est plus bon parce que tu ne fais pas attention à toi. Maintenant, dans les signes vraiment, donc on les connaît tous, hein, dans la zone rouge, on va avoir quand ton stress il n'est pas que ponctuel et que dans un truc plus chronique ou l'anxiété pareil. C'est pas une anxiété qui vient sur des trucs spécifiques, mais c'est un truc diffus quand tu t'endors, quand tu te réveilles la nuit ou le matin. C'est quand le matin tu te réveilles et que t'es encore fatigué. Ça va être quand t'as des problèmes de concentration, t'es irritable, t'es impatiente.
Alors, tu peux très bien être encore très patiente au travail, parce que tu y mets tous tes efforts, puis tu rentres à la maison et poum, t'as un volcan avec ton conjoint, ta conjointe, tes enfants ou tes animaux, enfin bon, bref, tu vois. Quand tu pousses vraiment dans le rouge, tu vas avoir du mal à prendre des décisions. J'avais une cliente qui me disait, c'est incroyable. Pourtant, c'est une nana qui a poste de responsabilité, etc. Et qui me disait, j'en arrive aujourd'hui à être complètement perdue dans les menus que je dois préparer pour ma semaine. Eh oui. Waouh. Tu vois? Parce que c'est une micro-décision. En fait, on prend énormément de décisions au quotidien. On s'en rend pas compte, le nombre de décisions qu'on prend. Et effectivement, tout ce qui va être la tenue, les menus, la sortie du week-end ou ce genre de choses, en fait, c'est des décisions qui sont limite automatiques chez nous. Et là, effectivement, quand on commence à bloquer là... Après, tu vas avoir ce sentiment d'être submergé. T'as l'impression de te noyer dans un verre d'eau. Et si tu prends un peu de recul, tu fais, mais je comprends pas, en fait. Il y a 2 ans de ça, je gérais bien plus et ça allait, tu vois. Et donc, c'est dangereux parce que du coup, tu te dis, mais en fait, je me laisse aller. Je suis pas assez forte. Faut que je redouble d'efforts. Enfin, tu vois. Et donc, tu rentres dans un engrenage où tu te racontes des histoires et c'est là où que le mental à 100% est ultra dangereux. Parce que ton cerveau, ce qu'il veut, c'est, continuer, en fait. Il veut toujours plus. Il veut aller plus loin, il veut aller plus fort. Enfin, on est conditionné, hein. Et puis, il a peur de se prendre des choses négatives, la peur de l'échec. Donc, hop, il va toujours pousser à aller plus loin. Donc, si on n'écoute pas le reste et qu'on écoute ces bobards qu'on se raconte à soi-même, moi, je l'appelle l'emmerdeuse. Cette petite voix qui vient nourrir nos peurs, tu vois. Alors là, ça devient dangereux. Après, t'as les douleurs musculaires, problèmes de digestion, les maux de tête, des douleurs des trapèzes, des vertiges. En fait, ça va super loin et on n'a pas tous. C'est-à-dire que si quelqu'un nous écoute là et se dit « Ah, bah ça va, sur les 10 trucs qu'il vient de balancer, j'en ai que 3. » Peut-être que tu n'auras pas les autres, hein, mais ceux-là, en fait, ils te disent déjà quelque chose. Donc, les signes vont être comportementaux, émotionnels, physiques, et puis mental aussi. Oui, mental dans la rumination, voilà, dans ce truc-là. Ouais. On va voir ces 4 aspects-là. Et en fonction de qui tu es, ça va être tous un peu, ou juste certains. Il faut juste les voir et pas se dire, tant que les 4 sont pas complètement dans le rouge, je peux continuer d'avancer. C'est là où la compréhension et la connaissance de soi est hyper importante aussi. Ouais. De prendre le temps aussi de réfléchir à ce genre de période qu'on a déjà connue dans le passé et d'analyser, de prendre le temps de noter, de réfléchir à tous les signes qu'on avait eus, qu'on aurait pu voir pour pas tomber là-dedans. Et c'est vrai que la connaissance de soi est hyper importante pour savoir, nous, quel va être le signe qui fait que. Moi, par exemple, c'est les sons. Les sons m'insupportent au point de limite à en faire des malaises ou à en avoir des nausées. Et ça, c'est un signe très fort chez moi. Et là, là, il va falloir que je commence à faire attention. Mais voilà, on a tous, effectivement, comme tu dis, une particularité. Quelque chose qui va nous faire dire que, attention, c'est maintenant que ça se passe. Et on est toutes différentes là-dessus. Complètement. Mais encore une fois, le fait de le savoir, ça suffit pas. Ah oui. Tu vois, tu peux dire, dis donc, tu vois, entre le fait que tu déposes tes courses et que tu vas chercher ta voiture au garage, tu dis, oh là là, mais mais t'as pas le temps, en fait, tu t'arrêtes pas. Donc ça suffit pas. Et ce qui est intéressant avec la sophrologie, comme d'autres disciplines, attention, il n'y a pas que la sophrologie qui peut aider à ça, mais c'est de se rendre compte, ok, je me connais assez dans mes sensations corporelles, comportementales, je perçois, etc., que là, je suis en train de rentrer dans un truc qui est pas cool, mais que je peux facilement, parce que je l'ai intégré, appliquer des choses rapides dans mon quotidien pour que ça redescende. Parce que c'est ça le problème. Quand t'es dans le speed et que ta vie avance, que t'es dans ce tourbillon, en fait, qu'on a toutes, et tous, qu'on a des attentes, des objectifs à atteindre, qu'on a des gens qui nous attendent sur certaines choses, etc., et qu'on se permet pas et on s'autorise pas de s'arrêter. On a beau se dire que oui, on est dans la zone rouge, t'auras toujours ta petite voix qui va dire, ouais, mais attends, il y a attends, mais il y a encore ça. Après ça, on verra. Et combien de fois, même moi, je peux me le dire parfois. Donc, ce qui est intéressant, si on veut vraiment sortir de ce mécanisme qui peut être dangereux à terme, jusqu'à l'épuisement, et pour info, je crois que 30%, si c'est pas plus, des personnes qui ont fait un burn-out en refont un. Donc ça montre bien que savoir se connaître, ça ne suffit pas. Et ça nous aide à la sophro, en tout cas là, va venir nous aider à dire, ok, j'ai pas le temps mais je commence à faire un peu de respiration en marchant. Tiens, je me fais une détente, je relâche. Tiens, je vais commencer à écrire un petit peu. Des toutes petites choses, des toutes petites touches qui font baisser un peu la pression pour qu'on reprenne du recul et pour qu'on installe des meilleures habitudes si nécessaire. C'est assez clair ce que je te... Ouais, et en plus tu me fais une transition parfaite. Cool. Vers la prochaine question, j'allais te dire, je pense que une des excuses qui sort aussi, c'est mais attends, j'ai déjà un emploi du temps de dingue. Comment veux-tu que j'intègre de la sophrologie dans mon quotidien? Donc, est-ce que tu as des astuces? Comment on fait pour intégrer la sophrologie dans un quotidien qui est déjà chargé? Est-ce que tu as des astuces, des idées par rapport à ça?
Oui. Alors déjà, le bouton magique n'existe pas. Donc tu peux pas prendre soin de toi si tu te donnes pas du temps. Et une phrase de Tony Robbins que j'ai lue il y a pas longtemps, mais qui est très connue, qui dit si tu n'as pas 10 minutes dans ta vie, en fait tu n'as pas de vie. Rien ne t'appartient en fait. Si tu ne peux pas prendre 10 minutes dans ta vie, tu n'as pas de vie. Et je trouve cette phrase assez choquante et assez intéressante aussi à décrypter. C'est de se dire, ça commence avant tout, avant de poser des astuces. Ça commence par une prise de décision, qui est en fait, je me regarde un peu plus le nombril et je prends soin de moi. Parce que si je tombe, tout tombe. Que tu sois entrepreneuse, que tu sois une mère, que tu sois une manager. Si tu tombes, tu lâches et tu abandonnes des tas de personnes et des tas de projets. Et ça, c'est une responsabilité sur laquelle il faut se positionner aussi. Moi, j'ai des nanas, elles me disent non, je peux pas m'arrêter, j'ai des équipes qui comptent sur moi, je fais tampon avec la direction, etc., etc. Waouh, ok. Le jour où tu vas t'écraser par terre, t'es pas prête de revenir. Et tes équipes, elles vont se les prendre en pleine gueule. Donc, il y a cette dure réalité qu'il faut savoir aussi exprimer, parce que ce qui est dangereux dans le développement personnel, c'est justement des petites astuces, des petits trucs, allez, c'est facile, c'est ça. En fait, non, c'est pas que simple. Et la première chose difficile, qui est importante de dire, c'est que tu es responsable de toi un maximum, même s'il y a l'entreprise, il y a plein de choses qui peuvent contribuer, etc. Mais si toi, tu te responsabilises pas, et que t'es pas capable de prendre quelques minutes pour toi, pour te faire du bien et ne pas tomber in fine, alors commence par ça. Une fois que t'as dit le truc désagréable. Non, mais tu as raison. Moi, je dis souvent que il faut se servir soi-même avant de servir les autres. Ça peut commencer par faire une activité, quelque chose qui nous plaît le matin, ou juste prendre le temps pour soi, le matin, tout simplement. Mais si on se nourrit pas, si on se donne pas à manger de la façon qui va répondre à nos besoins, qui nous nourrit, c'est impossible d'être performante et de pouvoir servir les autres, aider les autres, transmettre, partager, accompagner, etc. Donc oui, on se rejoint complètement là-dessus. Ouais. Et en tant que manager, tu vois, quand tu me dis ça, ça me fait dire, tu t'as un devoir, je sais pas, on va pas prendre des grands mots qui font peur, mais en tout cas, tu peux vouloir inspirer. Et inspirer, c'est pas dire fais ci, fais ça, prends des vacances, surtout ne regarde pas tes mails le soir, alors que toi à côté, tu balances des emails à 1h du mat, quoi. Donc c'est aussi ça. Je pense, c'est de quand on se responsabilise, c'est de dire ok, je vais peut-être inspirer des gens et je peux changer la manière de voir aussi de certaines personnes. Et ça c'est incroyable quand on est manager ou quand on est dirigeant. En tout cas, c'est mon point de vue personnel. On est bien d'accord. Maintenant, sur le côté pratique, alors la sophro, ça te prend pas des heures, c'est pas 1 heure par jour, etc. Il y a un temps de répétition, donc on va dire que c'est 15 minutes par jour pendant un certain temps. Le temps d'intégrer, de créer des synapses, en fait, des chemins neuronaux de ton cerveau pour que ce soit plus rapide et que ce soit intégré par ton cerveau et par ton corps. Une fois que ça s'est fait, donc tu vois, 15 minutes par jour sur quelques semaines, quelques mois en fonction de tes objectifs. Après, tu peux prendre tes 15 minutes par jour une fois tous les 3 jours. Tu vois, c'est juste ça. Ou 10 minutes même, tu vois, avec la bulle, là, mon accompagnement collectif, justement, j'ai des femmes qui ont pas le temps et qui ont du mal à prendre soin d'elles. Donc, du coup, j'ai restreint le temps et je leur demande, et on apprend ensemble à prendre la bonne habitude de 10 minutes par jour. Tu vois. Donc ça fonctionne. Pour qu'au bout d'un certain temps, même, t'aies même pas besoin de faire de la sophrologie tous les jours et que tu te rendes compte que, tiens, on est en réunion, le sujet est compliqué pour moi. Voilà. Et je suis hyper contractée et je respire plus parce que j'ai la conscience de mon corps, parce que je sens et j'écoute mes émotions. Je ne suis pas au top de mon état d'être et donc sans me dire bon excusez-moi les gars, je vais aux toilettes 10 minutes et puis je reviens pour être plus à même de discuter. Non, je suis capable en étant dans une posture active avec des gens autour de moi de redescendre mes muscles, relâcher, récupérer une respiration en quelques secondes et revenir avec beaucoup plus d'impact dans ma réunion, tu vois. À terme, c'est ça qui est extraordinaire avec la sophrologie. C'est que tu viens choper des actions, des comportements, des réflexes que tu as enregistrés dans ton corps et dans ton cerveau. Donc, ça demande un investissement, une prise de conscience. Et ensuite, c'est dans ton quotidien et ça devient une philosophie de vie, en fait. Et ça devient limite des automatismes, des habitudes. Ouais, c'est le but, exactement. Ok. Là, pareil, pour nos auditrices qui nous écoutent, en mode... bon, elle est bien sympa, la Véro. Ça a l'air très beau, hein, tout ça. Mais peut-être qu'elle se questionne. Et j'aimerais que tu nous partages peut-être l'idée reçue principale ou les idées reçues que tu as déjà entendues, soit sur la sophro, soit sur la gestion du temps, enfin, gestion du stress, gestion des émotions. Tout ce package-là, quelles sont les idées reçues que tu as déjà entendues à ce sujet? Ouais, bon, sur la sophro, je pense que c'est l'idée reçue que moi j'avais à l'époque quand j'ai débuté, et ça fait 8 ans, donc les choses ont bien changé, mais c'était un peu l'idée que la sophrologie, c'est un peu pour les perchés, c'est un truc de hippie au fin fond de l'Ardèche, c'est une caricature. Donc non, en fait, c'est
Ce qui a créé la sophro, la personne qui a créé la sophro, c'était un neuropsychiatre, déjà. Il a travaillé sur de la neuro, il s'est inspiré de plein de sciences très concrètes, très médicales du monde occidental. Et puis, il s'est inspiré aussi de méthodes orientales comme la respiration, la conscience de l'instant présent, etc. Donc, il a fait tout un truc qui est facile d'accès, qui est applicable au quotidien. Donc, c'est plutôt pragmatique et assez simple, en fait. Ensuite, mais j'aime bien ta question, en fait. Elle est très chouette. Donc, je vais te dire que la gestion du stress... Régale-toi. une des idées reçues de la gestion du stress, c'est quand on pense que bien gérer son stress, c'est ne jamais avoir de stress. Et que si t'es un peu stressé, bah, plus tard, tu gères mal ton stress. Tes émotions, c'est pas top. Ça, c'est complètement débile. À un moment donné, le stress, c'est quelque chose d'extrêmement naturel qui peut être aussi très utile dans des situations diverses et variées. Mais donc, il faut clarifier un petit peu l'idée et de se dire, le stress, en fait, s'il vient, c'est OK. Le but, c'est qu'il puisse vite partir et qu'il te perturbe pas dans ton action et dans ce que tu es en train de faire. Au contraire. D'accord? Donc, que tu aies des fluctuations dans ta vie, des fois, ce soit plus difficile que d'autres, c'est complètement OK. Et il faut être vachement indulgente et indulgent avec soi. Parce que si on se dit, mais je suis trop faible, là, j'étais stressée, là, j'ai pas assez bien fait, là, je me suis un peu énervée, etc. Mais en fait, tu te rajoutes une pression supplémentaire, tu intègres des injonctions de perfection, plus, qui n'ont aucun sens. D'accord? Donc, non, là, savoir bien gérer son stress, c'est juste pas se faire bouffer par son stress. Que t'en aies de temps en temps, c'est normal, t'es humain, t'es humaine, ça n'a rien de problématique. Voilà, c'est l'impact, en fait, au quotidien, sur tes comportements, ton corps, ta relation aux autres, qu'il faut réussir à diminuer. Ça, c'est la première. Sur les émotions, il y en a une qui est géniale, surtout chez tout le monde, en fait. Non, c'est exprimer tes émotions, c'est un signe de faiblesse. Ou alors, la vulnérabilité, c'est pour les faibles, etc., etc. Merci d'aborder le sujet. Donc, non. En réalité, et quand j'arrive à ça en fin d'accompagnement sur les clients qui ont ce point de vue au début, et qui me balancent à la fin, en fait, exprimer quand ça va pas, dire tes faiblesses ou être dans un état de vulnérabilité face aux autres, en fait, ça demande vachement de courage. Et oui, il faut être extrêmement confiant et courageux et courageuse pour se permettre de faire acte de vulnérabilité parfois. Et c'est la vulnérabilité qui crée, donc pour les managers, c'est vachement important, je pense, qui crée le lien aux autres et la confiance réciproque. Et c'est marrant parce que là, tu vois, j'accompagne une femme qui a pris des fonctions de manager. On s'était vu pour ça. Et puis on va continuer un peu pour voir comment je gère un peu cette pression. Et qui me disait, mais c'est incroyable parce que j'avais quelqu'un avec qui j'étais en conflit. Et j'ai commencé par lui partager mes émotions et ma difficulté à faire ce qu'il voulait qu'elle fasse, peu importe, tu vois, mais elle lui a montré qu'elle n'était pas superwoman, quoi, que elle aussi c'était compliqué, que c'était pas forcément très agréable, etc. Et la personne est tombée dans son agressivité et il lui a partagé aussi son ressenti. Et de là, ils ont pu faire quelque chose de durable. Voilà, donc non, être vulnérable, je pense que les gens courageux le sont. Ceux qui ont peur de ça ont encore un peu de travail à faire. Oui. Non, montrer sa vulnérabilité, ce n'est pas être faible. Alors moi, j'ai eu ça pendant des années comme pensée. Et au final, quand on commence à montrer tout simplement qu'on est humaine, ça crée vraiment une connexion émotionnelle avec les autres qui est incroyable et ça renforce, comme tu l'as dit, ce lien de confiance vraiment. Enfin, moi, je l'ai vu de nombreuses fois quand j'ai commencé à accepter ça. Et là, tu vois, je vais même citer l'exemple puisque je suis en plein dedans. Ça fait des mois que j'avais pas ressenti cette espèce de down, tu vois, en motivation, en pas mal de choses. Et en fait, je voulais pas le montrer à ma bras droit qui travaille actuellement avec moi. Et au final, avant-hier, je lui ai fait un vocal en disant, écoute, attends, je fais une pause là, voilà ce qui se passe, ta. Et du coup, ça permet de montrer qu'on n'est pas, comme tu dis, superwoman. On n'est pas capable de faire tout le temps au top, à fond, et c'est OK. Et au final, je sais que dans la discussion qu'on a eue, ça a énormément renforcé nos liens, et je pense que ça a vraiment renforcé la confiance qu'on peut avoir mutuellement dans le fait d'aller plus loin ensemble, et ça cimente quand même les relations humaines aussi. Complètement. C'est hyper important, et vraiment quand on est manager en entreprise, on a cette image qu'on doit être parfaite, qu'on doit être la superwoman qui sait tout gérer, qui sait tout faire par rapport à l'image que les autres peuvent avoir de nous. Et c'est en fait l'une des plus grosses erreurs. Moi, c'est l'une des plus grosses erreurs que j'ai faites et c'est l'une des plus grosses erreurs qu'on peut faire quand on est manager. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, je suis totalement alignée avec ce que tu partages, c'est clair. Et pour la charge mentale, et c'est bien parce que ça démolit un peu une idée aussi qui est en lien avec la sophro, la méditation, etc.
se déconnecter temporairement, tu vois, de temps en temps, par exemple, mes 10-15 minutes par jour, ça ne résout pas ton problème de charge mentale. Alors qu'on se dit toujours, ouais, je comprends pas, je fais de la sophro, je fais de la méditation, etc. Et pourtant, je suis submergée, donc le problème est ailleurs. En fait, les pauses et les moments où tu te recentres, où tu te déconnectes pour te reconnecter à toi et tes ressentis, ça te permet de te soulager, de faire descendre la pression. Mais n'empêche que la charge mentale, pour la dénouer, la déconstruire, il y a d'autres choses qui vont être qu'il va falloir mettre en place en fait. Peut-être travailler sur son niveau d'exigence, peut-être travailler sur la délégation, sur l'expression du non, sur le fait de poser des limites. Et donc c'est ça qui est extraordinaire en sophrologie, quand tu vas un peu plus loin, c'est que tu te rends compte que ok, tu prends des temps, ça te fait vachement bien, t'aimerais bien rester comme ça, mais dès que tu reviens dans ton quotidien, bam, ta charge mentale te revient en pleine gueule. Donc tu dis je suis pas assez de sophro. Non, pas du tout. Écoute tes émotions et essaie de trouver des solutions pour répondre aux besoins initiaux. Et ça permet de creuser et d'être dans l'action et d'améliorer son quotidien. Voilà pour les... Ouais, mais t'as déjà balayé énormément d'idées reçues, donc super, merci beaucoup. Si on a envie de tester un exercice, qu'on se dit, bon, avant d'aller plus loin pour voir si ça me correspond, quel est peut-être un exercice très simple que tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent pour arriver à prendre du recul, voilà. Un truc très simple qu'on peut faire pour commencer à mettre le pied à l'étrier. Alors, c'est compliqué comme question parce que la sophrologie, ça s'apprend. Et donc, tu as les 3 premières sessions qui sont justement des sessions où il y a 3 méthodes différentes de sophro qui vont après être utilisées constamment dans ces sessions qui suivent. Donc, on va dire que je vais prendre un outil. Il y a la cohérence cardiaque, qui est un truc très général que la sophro utilise, ou la respiration consciente, par exemple. Si tu veux, dans ton lien, tu pourras, dans tes liens de podcast, je pourrais t'envoyer un carrousel que j'ai partagé sur LinkedIn où j'explique la cohérence cardiaque. C'est très simple et c'est hyper efficace. Ou alors, tu as aussi la détente, tout simplement. Je t'expliquais en réunion où quand tu rentres du travail et que t'as tes gamins qui sont en train de crier dans la maison et ton conjoint qui est en train de te dire hey, chérie, où c'est que t'as mis machin et tout, donc tu sens que tu montes en pression parce que t'es fatigué, toi aussi t'as beaucoup de choses à gérer, etc. Et ça peut être juste de dire ok, stop, comme tu disais, un temps de pause, et je relâche en cascade tout mon corps. Donc je reste droite, pas obligé de m'allonger, pas obligé de m'asseoir, et je me dis ok, je desserre la mâchoire. Tu peux même imaginer une couleur qui te coule dessus, synonyme de détente par exemple. Je dis ok, je lisse mon front, je desserre la mâchoire, j'écarte mes épaules de mes oreilles, je laisse mes bras tomber, je les laisse lourds, je souffle et je soupire 2-3 fois pour détendre mon thorax, soupire mon ventre, je desserre mes fesses, je déverrouille mes genoux et je relâche tout mon corps. Et ça, tu le fais en quelques secondes. Tu fais 1 ou 2 soupirs avec ça. Voilà, avec ça. Super, ok. Engagement pour toutes les personnes qui nous écoutent, à tester aujourd'hui. Moi, je fais vraiment très souvent. Ouais, non, mais le but, c'est aussi, moi, j'aime bien l'aspect concret via ce podcast. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner des outils, des méthodes, des astuces qu'on peut appliquer au quotidien. Donc, merci déjà pour ce partage parce que, et maintenant, l'idée, c'est pas juste de l'entendre, c'est de le mettre en action derrière. Bon, moi, je vais m'engager à le faire dès aujourd'hui, du coup. Ouais. Là, on enregistre en août, donc on va avoir le temps. Moi, je vais avoir le temps de le tester d'ici la diffusion du podcast. On arrive bientôt à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais pu te poser, à laquelle tu aurais aimé répondre, mais que je ne t'ai pas posée? Je me laisse totalement aller par le flot de ton interview, donc rien ne me vient. Non, pas du tout. Donc ça veut dire qu'on a déjà balayé pas mal de choses. Ouais. Avant de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, est-ce que tu as une ressource? Alors, je vais partager le carrousel LinkedIn que tu as dit, mais est-ce que tu as un livre, un podcast, une émission YouTube, un film, une ressource qui peut correspondre à ta pensée, à ce que tu as exprimé aujourd'hui, en lien avec la sophro, gestion des émotions, gestion du stress, peu importe? Alors là, spontanément, il n'y a rien qui me vient spécifiquement. Si ça me vient, je te le donnerai pour que tu mettes dans la bio. Mais encore une fois, je pense qu'il faut plus arrêter de savoir et commencer à faire en ce qui concerne le bien-être et prendre soin de soi. Donc la ressource, elle serait simple, c'est de se dire ok, quel est mon premier pas, tu vois, quel est le premier pas que je fais aujourd'hui pour ma gueule, vraiment, et dire ma gueule, parce que du coup ça choque le cerveau et dit oh putain, là il y a un truc qui se passe, tu vois, c'est super important. Chez mes clientes, quand je les vois au début, je fais ok, maintenant ça va être ma gueule, ma gueule, ma gueule. Tu les vois, elles sont là, elles se carquillent, mais non, mais pas du tout, moi je donne aux gens. Et s'il y avait un petit coup de pouce à faire, je pousserais le test que je propose, je te mettrai aussi en lien, qui, par quelques questions assez simples, te permettent déjà de voir si t'es dans la zone rouge dont on parlait, ou orange, ou verte. Et en fonction de ça, si t'es dans la verte, super, keep going, c'est top. Si t'es dans la orange,
fais attention et commence à te définir un premier pas qui va te permettre de descendre un petit peu en pression. Si t'es dans le rouge, alors prends les choses vraiment sérieusement, prends une heure, écris tout ce qui se passe dans ta tête, où sont les enjeux chez toi, et si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Et ça peut être de l'aide professionnelle, hein, mais ça peut être de l'aide à son manager dessus, voilà, oui. à une amie, peu importe qui en fait, et de commencer justement à faire acte de vulnérabilité. Parce que si dans la zone rouge tu fais pas acte de vulnérabilité et tu dis pas ok là j'ai un souci et je vais pousser jusqu'à espérer de ne pas tomber, c'est pas du tout ce que je te recommande évidemment. Je vais dire sois courageuse, sois courageux et dis-toi ok quel est le premier pas dans l'acte de vulnérabilité pour demander de l'aide ou juste te dire que ça va pas. Et dire que ça va pas ne veut pas dire que tu as une vie pourrie, parce qu'il y a ça aussi. Hein. Tu peux très bien adorer ton job, tes équipes sont extraordinaires, avoir une vie qui te plaît, dans laquelle tu t'épanouis, et malheureusement, là, en ce moment, bah ça va pas. C'est complètement ok. Et je te rejoins complètement. Ouais. C'est, je me souviens quand j'avais fait mon burn-out il y a quelques années, j'adorais mon équipe, j'adorais ma boîte, j'adorais mon métier, mais ça faisait quand même que la charge mentale était là, que je ne me sentais pas épanouie complètement et que c'était pas ok à cet instant-là. Et comme tu dis, des fois on se dit mais il y a les Africains qui mangent pas tous les jours, j'ai pas le droit de me plaindre, etc. Non, on a le droit de ne pas se sentir bien et c'est ok de le reconnaître. C'est déjà comme tu dis, juste de le conscientiser, c'est déjà un pas énorme parce qu'on sait qu'on va pouvoir mettre des actions en place derrière pour améliorer, pour avancer et ne pas s'écrouler avant qu'il soit, avant que le fait de s'écrouler devienne trop grave, du coup. Ouais. Tout à fait. Ouais, exactement. Bah écoute, merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui aimeraient te suivre, voir tout ce que tu as à proposer Alors, sur LinkedIn, je poste régulièrement sur LinkedIn. J'ai une newsletter aussi, tous les jeudis. Qui arrive et qui a un shoot plus de bien-être et de prise de recul. Et là, alors le moment où tu vas lancer, en tout cas diffuser le podcast, je serai à une semaine d'ouvrir la bulle. C'est mon accompagnement collectif, justement avec des tout petits groupes de femmes, parce que j'applique et je veux qu'il y ait une certaine sororité et confiance dans le groupe, qui sera lancé une semaine après. Donc si vous faites le test et vous vous rendez compte que vous êtes dans le rouge ou dans le orange, mais ça vous convient pas, venez me voir et on en parle, parce que justement, ce collectif-là permet avec 10 minutes de changer beaucoup de choses et de comprendre et de mettre de l'application et d'implémenter pas mal de connaissances. Donc, n'hésitez pas à venir me parler à ce moment-là. Effectivement, on est début octobre, donc allez voir Véronique sur son compte LinkedIn. Et si, comme tu dis, si vous faites le test, ou même si, sans faire le test, on ressent le besoin, qu'on voit qu'on est dans la zone rouge, je pense que Véronique est la bonne personne pour vous aider par rapport à ça. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. On était alignés sur pas mal de choses et je suis ravie que il y ait quelqu'un d'autre qui le transmette sur ce podcast avec d'autres mots, une autre énergie, une autre façon de voir les choses. Merci à toi. Super, merci. Foncez vite découvrir les posts de Véronique sur LinkedIn et on se dit à très vite, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Merci. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.